Après le départ de Dominique Laurent et quelques mois d'attente, un nouveau sous-préfet a pris ses fonctions à Sarreguemines. Vassim Kamel œuvre depuis 20 ans dans le corps préfectoral. Il revient une seconde fois en Moselle. Sa première prise de fonction était en effet à Château-Salins. Brice Auer confirme son intérêt pour Aspelshit. L'architecte promoteur, par le biais de son entreprise, avait racheté l'ancien restaurant Les Amis du Lac et aujourd'hui cet espace se transforme en logement. À la fin des travaux, cette nouvelle structure disposera de 5 chambres et d'un dortoir. Après un gîte à côté d'un étang, voici maintenant carrément une maison flottante. Un doux rêve pour la plupart d'entre nous, mais pas pour les membres de la société Bottom. Ils sont en train de construire leur 10e maison flottante. Emerald, c'est son nom, est prévu pour être le modèle le plus abouti de l'entreprise. La jeunesse, c'est l'avenir, et pour ne pas que l'avenir se carapate, il faut trouver un moyen de le séduire et de le retenir. C'est l'enjeu de l'étude actuellement lancée par la communauté de communes du Pays de Bitche. Professionnels, élus, parents et enfants étaient réunis dernièrement à Sourtes pour réfléchir au menu des discussions, mobilité, études ou activités extrascolaires. Une fois par semaine, artisans et producteurs viennent à Richelin proposer leurs produits et cela fait un an que ça dure. Hier soir, pour marquer le coup, ils ont partagé avec les visiteurs un gâteau d'anniversaire, l'occasion d'évoquer ce marché nocturne initié par l'association Culture et Loisirs de Richelin pour dynamiser le village. Bonjour à tous, en deuxième partie d'émission, nous effectuerons un retour dans le passé pour nous intéresser au mois d'octobre 2001, une période marquée notamment dans le Pays de Bitche par le début du chantier du Simserof. Pour l'instant, c'est le présent qui nous intéresse avec l'arrivée d'un nouveau sous-préfet à Sarreguemines. Il s'appelle Vassim Kamel et Thibaut Desmerlet l'a rencontré. C'était le premier dépôt de Jab à Sarreguemines pour le nouveau sous-préfet de l'arrondissement Vassim Kamel durant la cérémonie devant le monument aux morts. Vassim Kamel vient de prendre ses fonctions dans la cité faïencière. Après avoir passé le concours de l'ENA, il s'est engagé dans le corps préfectoral pour être au plus proche du terrain. C'est sa 20e année et c'est son 6e poste de sous-préfet territorial. C'est son 2e passage en Moselle et il souhaite s'investir pour le territoire. Développer les politiques publiques jusqu'au dernier mètre, voire jusqu'au dernier centimètre, être vraiment dans une action de proximité, les construire et travailler pour l'intérêt du territoire avec l'ensemble des parties prenantes, les élus, les entreprises, les associations, la population, voilà, tous ceux qui veulent faire de l'ensemble des 83 communes de cet arrondissement un territoire aussi attachant, aussi attractif qu'il le faut pour nous et pour nos enfants. Bien évidemment, sans oublier d'être auprès de ceux qui sont en difficulté en ce moment, je pense notamment aux agriculteurs, et sur tous ces sujets-là, le représentant local de l'État que je suis sera présent matin, midi et soir. Après la cérémonie, le successeur de Dominique Laurent a convié les invités pour un moment convivial à la sous-préfecture. Il suivra les pas de l'ancienne sous-préfète et ira à la rencontre des élus de chaque commune de l'arrondissement. Un nouveau logement touristique va venir s'ajouter au Sea Cottage, déjà présent sur la commune d'Aspelshit. C'est l'ancien restaurant Les Amis du Lac qui va être transformé pour accueillir jusqu'à 24 couchages. Émilie Hazel nous en dit plus. Le restaurant Les Amis du Lac de Aspelshit a perdu son toit, mais a gagné un étage de 200 mètres carrés. L'ancien restaurant a été racheté par l'entreprise de Brice Auer il y a 2 ans pour être transformé en gîte. Les travaux ont commencé début septembre. Donc on est en train de faire des travaux d'extension à travers de l'ossature bois qui provient du Jura, une entreprise du coin qui la pose. Donc c'est dans le but de faire tout simplement un gîte et un espace convivial d'accueil. L'aspect technique, c'était un bâtiment de rez-de-chaussée avec une toiture en fibrociment. On a raboté la partie toiture pour venir mettre une extension 100% ossature bois. L'extension sera consacrée à la partie nuit avec une entrée séparée. Les 5 chambres et le dortoir auront une vue directe sur l'étang de la commune. Il y aura une salle de bain par chambre et 2 pour le dortoir. Le rez-de-chaussée sera composé d'une grande pièce à vivre pouvant accueillir jusqu'à 40 personnes. Alors ce gîte, j'aimerais lui donner un aspect très convivial et chaleureux, puisqu'on est au bord d'un site relativement exceptionnel au bord de l'eau. Donc on va utiliser des matières très chaudes comme le bois, les étoffes, avec des
lui donner un aspect scandinave, un peu nordique. Ensuite, à l'extérieur aussi, toujours ce côté intime et chaleureux. Voilà, des matières comme le velours, un peu de fourrure. Il sera possible de louer le logement soit dans sa totalité pour un rassemblement familial par exemple, soit louer une chambre. Alors simplement, il y a un besoin énorme dans le secteur de beach, on le sait depuis des années, hein, à travers un hôtel qu'on cherche à trouver. On sait que les gens viennent, visitent, malheureusement partent, donc on aimerait bien les garder sur place. On sait également spécifiquement sur Aspelshit qu'il y a énormément l'été de randonneurs qui viennent, des gens en moto, des marcheurs, qui partent des fois sur 2 jours et qui ne trouvent pas forcément de lieu pour les accueillir. Le budget des travaux est d'environ 680 000 €. Et l'ouverture est prévue pour juillet 2025. Elle aussi fourmille de projets, la société Bottom, réputée pour ses luxueuses maisons flottantes, elle vient de commencer la construction de son 10e modèle. Tristan Ricli s'est rendu sur le chantier. Voici Emeraude, le dernier joyau de la société Bottom, un catamaran de luxe conçu pour accueillir jusqu'à 12 personnes. À la tête de ce projet ambitieux, Guisin supervise chaque étape des travaux. 1 mois et demi après le début des opérations, le montage de la coque est sur le point d'être terminé. Donc on a produit en 4 semaines une barge complète, on a fait l'assemblage et la soudure. Et là on va commencer dans à peu près une dizaine de jours la peinture. L'objectif c'est d'avoir un bateau prêt au montage le 1er décembre. Fruit de 8 années de développement, ce 10e exemplaire est le modèle le plus abouti de la marque. Pour sa construction, Bottom a choisi de faire appel à des prestataires locaux et d'utiliser au maximum des matériaux en circuit court. D'abord destiné à être une vitrine pour l'entreprise, Emeraude devrait être achevé en 2025, mais ne sera mis en vente qu'en 2027. Valeur estimée entre 550 000 et 600 000 €. Ce bateau sert à montrer et à démontrer le savoir-faire des innovations qu'on a en cours. Donc en l'occurrence des innovations techniques quant à la propulsion, des innovations au pilotage. Ce bateau-là aura beaucoup plus de luxe et d'aménagement intérieur que les autres. Ce modèle 100% électrique dispose d'une capacité de stockage et de production d'énergie améliorée, lui permettant de naviguer pendant 8 heures à une vitesse de 8 km/h. Conçu comme une résidence flottante, il offre tout le confort d'un logement, chambre, salon, salle de bain et cuisine, le tout avec des pièces entièrement modulables. Ça restera quand même dans l'ensemble très sobre, on sera sur des couleurs du blanc, du noir et une petite touche de vert qui sera ramenée par le mobilier et de la déco naturelle. Nous on est sur les mêmes qualités qu'un habitat moderne, donc on a des baies vitrées de grande qualité, double vitrage avec une isolation qui est très importante, qui permet de très peu chauffer le bateau. À terme, l'entreprise ambitionne de produire 2 à 3 bateaux par an dans ses ateliers de Sarreguemines. Comment bien grandir dans le pays de beach? C'est la question posée par la CCPB dans le cadre d'une nouvelle étude sur l'enfance et la jeunesse. Professionnels, élus, parents et enfants ont assisté à 4 groupes de discussion pour en débattre et plusieurs axes de développement sont ressortis. Reportage d'Émile Gazelle et Camille Henriot. Plein de gens qui n'ont plus le permis par choix, parce qu'ils vivent en ville et qu'ils n'en ont plus besoin, etc. Et ici, c'est pas possible, par définition. C'est l'heure des derniers échanges pour ces parents, élus et associations du Pays de Beach, tous réunis à la salle polyvalente de Sourtes pour parler enfance et jeunesse. Chacun se creuse les méninges et apporte ses idées pour développer les structures dédiées à la jeunesse et à l'enfance au Pays de Beach. Les discussions sont animées par les Francas, partenaires de cette étude réalisée par la CCPB. On en a discuté au début avec eux, ils ont proposé aux Francas de les accompagner en étant une association neutre parce que pas sur le territoire, donc avec un regard un peu neutre sur celui-ci. Et on s'est dit, ça nous semble intéressant de pouvoir travailler ensemble et puis d'analyser c'est quoi vivre le Pays de Beach quand on est enfant, comment on le vit ce territoire. Rapidement, plusieurs axes de développement émergent, par exemple améliorer la mobilité, développer les activités extrascolaires ou encore avoir des perspectives d'avenir pour étudier ou encore travailler plus tard au Pays de Beach. Ce moyen de démocratie participative plaît beaucoup aux participants venus nombreux assister à ce dernier groupe de discussion.
Moi, je trouve que c'est une très très bonne initiative et je suis hyper contente que ça puisse se passer. Ça permet déjà peut-être aux acteurs de se rencontrer, de pouvoir discuter, de pouvoir échanger sur la jeunesse, sur le Pays de Bitche. Ça permet nous, en tant que parents aussi, de nous interroger sur finalement qu'est-ce qu'on aurait envie. Et puis voilà, de rencontrer d'autres personnes, de voir d'autres façons de penser, d'autres... Ouais, je trouve que c'est un travail de fond qui est hyper, à mon avis, même essentiel à chaque fois qu'on veut lancer des chantiers. Vous pouvez également adresser vos idées à la CCPB via les questionnaires. Ils ont été distribués notamment au lycée, collège et parents d'élèves. Plus de 600 personnes y ont déjà répondu et vous pouvez en faire de même jusque fin décembre. Un an d'existence, ça se fête. L'association Culture et Loisirs de Richelin a mis en place un marché nocturne l'hiver dernier. Mercredi soir, producteurs, artisans et visiteurs ont pu profiter du gâteau d'anniversaire. Reportage de Thibaut Desmerlet. Ça fait un an qu'on a ce marché. Alors, avec le marché, j'ai découvert un monde parallèle avec les producteurs. Les producteurs, c'est des gens qui sont au champ, au four, au moulin, à la comptabilité, un peu partout. Et le soir, ils trouvent encore moyen de venir chez nous sur le marché. Je trouve ça formidable. Ça, alors, je pense qu'on peut applaudir les producteurs déjà, qui viennent régulièrement ici. C'est une jeune initiative qui fête son anniversaire. Près du foyer communal de Richelin, tout le monde était rassemblé autour du gâteau pour célébrer la première année du marché nocturne de la commune. C'est une fois par mois qu'une dizaine d'artisans et de producteurs viennent proposer leurs produits. On a initié ça l'année dernière, on nous a traités de fous parce qu'on a commencé en hiver, mais en fait ça marche très bien. Et petit à petit, on a toujours de plus en plus de monde. Après, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'en été, le Cap Fun à Remerin, ils jouent le jeu et on a énormément de gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent sur notre marché. Le marché nocturne a été initié par l'association Culture et Loisirs de Richelin dans le but de dynamiser le village et de rapprocher producteurs et artisans des habitants de la commune et des alentours. L'association espère prolonger l'aventure le plus longtemps possible. Qui dure, que les commerçants continuent à venir et puis qu'on ait de plus en plus de monde, quoi. Le marché nocturne sera à nouveau sur place le mercredi 4 décembre. Et Sandrine ne peut pas encore nous dire quelle météo il fera le mercredi 4 décembre, mais par contre, prévoir le temps qu'il fera demain, c'est dans ses cordes et dans celle de Météo France. On se retrouve juste après. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde, la journée de demain sera semblable à celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire un ciel couvert, laissant passer par moments quelques éclaircies. Côté température, les minimales iront de 5 à 6 degrés et les maximales de 9 à 10 degrés. Demain, nous fêtons les Geoffroy et il fera jour de 7h31 à 16h59. Passez tous une belle journée et à demain! Retrouvez le goût des plats traditionnels qui réchauffent le cœur à l'Auberge du Moulin des Juilaires. Notre restaurant vous accueille dans une atmosphère chaleureuse où chaque repas vous apporte le sourire. L'Auberge du Moulin des Juilaires, un retour aux saveurs authentiques, tout en douceur. Kommen zum Kaffeekränze! Oh, ja, ich komm! Wir sind heute in Wielerwald. Wielerwald, das schönste Dorf der ganzen Kasse. Ce que le passant connaît, c'est cet axe routier très fréquenté autour duquel s'est développée la commune qui compte aujourd'hui environ 1500 habitants. Wir sind in Wielerwald sehr ökologisch. Wir setzen überall Bäume und das ist sehr gut für die Natur. Ce vendredi, ne manquez pas notre nouveau numéro de Café Kränzel. Nos joyeux chroniqueurs, entourés du maire de la commune, racontent l'histoire de Wielerwald. Nous suivrons Monsieur Cigogne dans sa passion et visiterons la maison forte située sur la ligne Maginot Aquatique. Des archives, nous sortirons un film sur l'usine Solvay et le portrait de Marie Ziegler, une femme très engagée. Sebastian, du hast vielleicht was anderes machen? Ja, das sind so Frauen, wo ich gerne habe, weil es sah da ins Gesicht, ob es jetzt da gefällt oder nicht. Café Kränzel, le rendez-vous culturel et de détente en langue régionale, c'est ce vendredi sur Mosaïque Cristal.
À présent, parlons d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, tout simplement des événements qui sont déroulés au mois d'octobre 2001. Et oui, nos caméras tournaient déjà à l'époque. Bon voyage dans le passé. C'est une affaire française, une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. Depuis 1997, dans le pays de Bitche, depuis 2005 à Sarreguemines et Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. Un impressionnant chantier en bord de Sarre, près de la gare de Kalhausen. Ces images le révèlent, il s'agit de la construction d'une station d'épuration. Des travaux qui font partie d'un vaste programme d'assainissement des eaux usées mené sur 5 communes du pays de Bitche. Cette station relie via 9 km de conduite les communes de Gros-Rederchin, Étain, Arren, Kalhausen et Schmidwiller. Ce projet fait suite à une loi sur l'eau qui prévoit qu'avant 2005, des solutions de traitement des eaux usées soient généralisées à tout le territoire français. Et il est dit dans cette loi que toutes les communes devraient être assainies, soit par individuel, collectif ou semi-collectif, suivant l'agunage et ainsi de suite. 3 des 5 communes possèdent pourtant leur station d'épuration, mais celles-ci ne répondent déjà plus aux normes en vigueur. Logique et contraintes financières ont conduit les 5 communes à se réunir autour d'un même projet. Logique parce que pratiquement toutes ces communes déversent leurs eaux dans la même rivière, celle d'Arren. Contraintes financières parce que réunis, les frais sont partagés, sachant que le coût actuel du projet se situe à 43 millions de francs. Réunis ensemble, on supporte mieux le choc financier que chaque commune à part. Cette solidarité intercommunale permettra de toucher 82,5% de subventions. Grâce à cette dotation exceptionnelle, Lucien Cormilzin et les autres maires concernés ont décidé d'investir dans le long terme. La station d'épuration a une durée de vie prévue de 25 ans. Elle va recueillir et traiter en moyenne près de 1500 mètres cubes d'eau usée par jour. Nous ne voudrions pas arriver à un cas où la station est sous-évaluée en population, comme c'est le cas à Schmidwiller. C'est pour ça que cette station, nous sommes actuellement un peu plus de 4000 habitants, a été construite pour 5000 habitants. Ce qui fait quand même que c'est une station permettant une extension en habitation et en appoint. Démographique de 1000 habitants. Pour l'instant, on n'y voit que du béton, mais progressivement, cette station sera équipée des dernières évolutions techniques en la matière. Le filtre à bout en est la parfaite illustration. Grâce à ce filtre presse, le syndicat d'assainissement est relativement fier d'avoir gagné une capacité de stockage vis-à-vis de ces boues, parce que justement, ce filtre presse nous permet d'avoir des boues en solide et non en liquide, donc on va normalement mieux les valoriser en agriculture. La station sera opérationnelle en milieu d'année 2002. Pour la faire fonctionner et gérer les abonnés, le syndicat va employer 3 personnes. Une secrétaire à mi-temps qui s'occupe de la gestion et de l'administration, ainsi qu'un technicien chargé de la maintenance. De plus, il a semblé nécessaire de mener des contrôles sur le terrain, ainsi que des actions de communication vers les usagers. Pour cela, un 3e emploi vient d'être créé. C'est un service rendu, donc c'est à payer par tous les abonnés au syndicat qui rejette dans la canalisation. Il ne faut pas être frileux là-dedans. Je sais que je vais faire bondir, mais on dépassera bien, on approchera bien les 15 francs mètre cube par habitant. Pour l'instant, 3 villages sont raccordés. Il reste à poser les liaisons vers Gros-Rederchin et Schmidwiller. Encore un peu de patience et les locataires de la rivière d'Arren pourront vivre heureux comme des poissons dans l'eau. Voilà bientôt 3 ans que les touristes ont déserté le fort du Simserhof. Fermé aux visiteurs depuis novembre 1998, le site fait l'objet d'un projet ambitieux de réhabilitation et de modernisation. Objectif, devenir une référence parmi les nombreux ouvrages de la ligne Maginot en Lorraine. Et ce site est un site de mémoire. Cette mémoire, elle est importante. C'est la mémoire de notre dernière guerre de 39-45 qui a quand même concerné de façon très proche et de façon très réelle tout notre secteur du pays de Bitche et bien entendu au-delà.
Validé en l'an 2000, le chantier est passé en phase active récemment. Des pelleteuses ont envahi l'avant du site afin de raser les aménagements existants et ainsi préparer le terrain pour les installations futures. Aujourd'hui, nous sommes sur un chantier où on a fait table rase du passé et nous allons commencer les constructions et la rénovation du site avec une multitude de procédés actuels et modernes. La réhabilitation de l'ouvrage de la ligne Maginot figure parmi les gros projets culturels et touristiques portés par le département. L'investissement total s'élève à 34 millions de francs pour la transformation de la muséographie et l'amélioration du site qui s'articule autour de 3 bâtiments. Un hall d'accueil d'abord qui sera situé donc en contrebas, mais enfin toujours sur le même niveau. En arrière-fond, donc vous aurez ce bâtiment d'accueil, puis à proximité une salle de cinéma, c'est-à-dire une salle de projection où on réalisera donc un film sur la ligne Maginot et plus particulièrement aussi sur la Deuxième Guerre mondiale, donc très pédagogique. Et enfin, le 3e bâtiment sera constitué ici par un espèce de quai de gare qui emmènera le public et les touristes vers l'intérieur du fort. Le Simserhof va visiblement changer d'âme, mais aussi de propriétaire. Une procédure de vente a été entamée. L'armée devrait céder le site à la communauté des communes de Bitche et environ. Si les délais de travaux sont respectés, alors le site ouvrira ses portes en juillet 2002. Ce site devrait également profiter à l'évolution touristique de l'ensemble de cette ligne, étant donné qu'il y a le fort Casseux également, qui est déjà connu, même le Hagenberg dans la région de Thionville, et ceci permettrait au département de donner vraiment une impulsion touristique nouvelle pour l'ensemble du département. Ce matin, les travaux ont commencé à l'intérieur du site. Des changements spectaculaires vont complètement transformer l'offre touristique au Simserhof. L'objectif affiché est d'attirer 100 000 visiteurs après 5 ans d'exploitation. Le lycée Tessier souffle ses 10 bougies. Invité à cette occasion, le recteur d'académie, le conseiller régional, le conseiller général, le député ainsi que le maire de la ville de Bitche ont assisté à cette cérémonie d'anniversaire. Ils ont à tour de rôle salué la réussite incontestable de cet établissement. En 1976, une motion demandant l'implantation d'un lycée public est déposée. 11 années plus tard, le personnel enseignant et les parents d'élèves se mobilisent pour essayer de faire aboutir le projet. En 1990, le rectorat et le conseil régional se mettent d'accord pour transformer l'ancien collège en lycée et construire un bâtiment scientifique. Le lycée porte le nom du colonel Tessier car il est un exemple pour la jeunesse et sa célébrité est liée à la ville de Bitche. Son ouverture s'est faite en septembre 1991, le résultat de la mobilisation des habitants du pays de Bitche. Il faut d'abord dire que les habitants du pays de Bitche se sont bien battus. La preuve, on fête le 10e anniversaire de ce lycée qui à l'époque était revendiqué et ça n'était pas évident de l'accorder. Et on constate que le lycée, ça marche. Finalement, ce combat démocratique a abouti à quelque chose que nous visitons aujourd'hui, qui est important pour Bitche, qui est important pour le pays de Bitche, parce que c'est ici qu'on transmet les savoirs et qu'on prépare le futur. Pour M. Lordier, ancien proviseur du lycée, la proximité est un atout qui a séduit la population. Le premier bilan qu'on peut en tirer, c'est que nous avons largement les élèves qui étaient prévus. C'est un gros souci à l'époque, c'est sûr, mais avec 450 élèves, 500 élèves, le lycée a bien rempli son contrat. Depuis, les effectifs sont stables aux alentours de 500 élèves. Les forces vives de ce lycée sont composées de 475 élèves répartis en 16 classes ainsi que 38 professeurs. On pourrait craindre un lycée fermé sur lui-même. Moi, j'ai vu des opérations culturelles avec la poésie, j'ai vu des opérations culturelles avec les échanges avec l'Opéra du Rhin. J'ai vu aussi, d'un point de vue international, les formations, des échanges avec la Tchéquie, avec l'Australie. Moi, il me semble que les conditions sont réunies pour 3 bonnes années d'études pour obtenir le baccalauréat dans de bonnes conditions. Éric Fardet, actuel proviseur, assure que le lycée est fortement engagé dans la valorisation de l'enseignement des langues et des nouvelles technologies.
Vous savez qu'on est le lycée public qui se trouve sur la réserve mondiale de biosphère. Eh bien, je crois que c'est quelque chose à valoriser. Il y a aujourd'hui des matières, des façons de travailler qui permettent d'échanger beaucoup avec des partenaires de cette qualité. Eh bien, je crois qu'il y aura encore beaucoup de choses que l'on va pouvoir monter dans les mois à venir. Après avoir visité l'établissement, le proviseur a invité les élus à planter un tilleul pour montrer que le lycée a encore de belles années à vivre. La relève semble d'ailleurs assurée. L'association La Joubarbe a organisé dernièrement une opération de sensibilisation pour la sauvegarde des 6 châteaux forts du pays de Bitche. Cette rencontre a également permis aux membres de dévoiler les priorités de leur action et de se faire connaître auprès du public. Mise en place le 15 juin de cette année, cette toute jeune association a pour but de mobiliser la population et les pouvoirs publics afin de remettre en sécurité et de réhabiliter les vieux châteaux qui font partie de notre patrimoine, un patrimoine menacé par le temps et l'érosion. On a toujours été conscient d'avoir ces châteaux, que ça représentait une richesse. Et puis voilà, ils nous sont interdits, d'où la création de cette association, que j'ai d'ailleurs encouragée, la création. Et le mouvement qui se fait jour et qui s'étend, et où il y a des adhérents qui s'ajoutent, il faut les défendre et surtout éviter leur disparition, c'est ça. Le problème à l'heure actuelle, c'est carrément les sauver, sauver un patrimoine. Si nous ne réagissons pas aujourd'hui, il disparaîtra jamais. Impossible. Pour monsieur le député, sensible au problème, le Waldeck et le Falkenstein, deux rares vestiges, méritent que l'on s'y attarde pour qu'ils ne soient pas oubliés. Il faut sauver ce patrimoine avant qu'il ne disparaisse. On ne va pas y mettre des millions et des millions, mais sauver le patrimoine tel qu'il est, qui a un témoignage du passé et qui s'inscrit tellement bien dans ces Vosges du Nord. C'est une beauté, un élément qui s'ajoute à la beauté du paysage, tout simplement. Alors allons-y, c'est aussi simple que ça. Ça ne coûtera pas les millions que coûtent certaines entreprises qu'on connaît dans le département ou ailleurs. Il suffit de pas grand-chose au regard d'autres investissements qui, mon Dieu, sont peut-être moins urgents et peut-être même moins utiles. Les amoureux des pierres et les habitants ont pris conscience de l'urgence de protéger ces sites, témoignage d'un riche passé historique, culturel et touristique. Dans la vie, il faut se battre pour tout, même pour les pierres. Je crois que ces pierres représentent notre passé, un passé culturel. Et ces châteaux, c'est aussi nos racines. Et je pense qu'il faut se battre pour nos racines, pour que le pays du Bitche continue de vivre. C'est à travers ces vestiges qu'il continuera à vivre. L'appel de l'association La Joubarbe semble être entendu. En effet, une aide de 350 000 francs du département et du parc des Vosges du Nord pourrait être débloquée en faveur des ruines des châteaux forts. En chantier depuis 2 ans, le contrat de pays entre dans sa phase active. Sur décision préfectorale, le périmètre d'action vient d'être reconnu. Sarreguemines, Bitche, Sarralbe sont désormais réunis dans un même pays. À l'avenir, les projets structurants devront être menés et s'inscrire dans une politique de territoire. L'idée du pays, c'est de promouvoir les actions et les projets menés par chacune de ces communautés de communes, de les fédérer, de les harmoniser et de pouvoir négocier pour chacune de ces communautés de communes des contributions financières auprès de l'État, de la région, voire du département. Le contrat de pays est un prolongement de ce qu'on appelle le contrat plan qui lie actuellement l'État et la région Lorraine. Il est un niveau intermédiaire vers les communautés des communes. 2 échelles d'intervention et de projet le constituent. Le comité de pilotage composé d'élus et de responsables territoriaux s'est réuni sous la présidence de Roland Roth. Il s'agit maintenant de passer à des phases de travail plus concrètes et surtout de définir les meilleures procédures pour atteindre les objectifs souhaités. 6 thèmes seront développés. Parmi eux, la promotion d'un accueil économique pertinent, le développement d'actions de formation et d'emploi, la politique de transport, le développement de politiques touristiques communes et la gestion durable de l'espace. Et ce sont l'ensemble de ces projets-là qui pourront être défendus par le pays, puisque l'échelle de la communauté de communes ne sera pas toujours l'échelle pertinente pour défendre un certain nombre de projets.
Pour compléter le travail des élus, un conseil de développement sera mis en place. Il sera composé non pas d'élus, mais de personnes représentatives du monde socio-économique. Sa responsabilité relèvera davantage d'un rôle consultatif et de proposition, les élus continuant à rester décideurs des projets. Il convient tout de même de signaler que les communes dans l'ensemble ne se sont pas mobilisées de manière forte autour de l'idée d'un contrat de pays sur l'arrondissement. Sur 80 d'entre elles, on recense à peine 40 avis favorables. Un résultat qui, comme l'a souligné le président Roth, relève beaucoup d'un manque d'information des élus et de la population. Le contrat de pays est sur les bons rails, mais pour le réussir, une condition essentielle est à réunir. La mise en place du pays, comme la mise en place des communautés de communes, relève de la volonté locale de le faire. Le pays Sarreguemines Beach Sarralbe est à sa naissance. Il a fallu le créer, ce n'était pas facile. Maintenant, le plus dur reste à faire, travailler ensemble et faire émerger des projets collectifs ou de secteurs ambitieux.